Bonjour et bienvenue, et aujourd'hui on va faire une vidéo, comme disent les youtubeurs habituellement, un petit peu spéciale. C'est-à-dire que j'ai invité Pierrelli de la chaîne, si je me trompe pas, les chroniques de la douleur, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, on va voir aujourd'hui ensemble quelque chose qui m'a un petit peu interpellé quand je l'ai vu partager sur les réseaux sociaux. C'est un chiropracteur qui fait une séance filmée à un de ses patients qui est jeune, qui doit avoir à peu près 10-12 ans, quelque chose comme ça, avec son père dans la salle. Et tout le monde partage ça en mode comme si c'était fantastique et qu'il avait réussi à faire des miracles. Je suis de nature un peu sceptique, hein. Si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, je pense que vous le saurez. Pour ceux qui débarqueraient, bienvenue, et vous allez vite voir l'esprit de façon générale. Dans l'idée, pourquoi est-ce que j'ai demandé à Pierrelli de m'accompagner? Parce que Pierrelli, c'est un professionnel de santé à ce niveau-là, au niveau justement de tout ce qui va être douleur. Et en plus, je trouve que c'est particulièrement pertinent parce qu'il est ostéopathe. Et l'ostéopathie, eh bien ça a mauvaise presse, notamment au niveau des milieux sceptiques et scientifiques. Or, je trouve que cette approche-là, elle est un petit peu binaire. Ça ne veut pas dire que si une personne est ostéopathe, elle va faire des choses qui seront nécessairement pas validées par la science. Même s'il y a pas mal de charlatans, hein, ça on va pas se le cacher. Mais j'aime bien cet aspect-là de Pierrelli qui est evidence-based, pourtant ostéopathe. Donc on va voir ensemble comment est-ce que ce type-là, ce chiropracteur, peut être analysé d'un point de vue un peu plus scientifique. Est-ce que, du coup, tu voudrais bien te présenter, Pierrelli, quand même, un minimum? Alors, je m'appelle Pierrelli Bernard, je suis ostéo. Alors pour te reprendre, je suis pas considéré comme professionnel de santé parce que on a un statut qui est un peu bizarre en tant qu'ostéopathe. On est reconnu par le ministère de la Santé, on a un diplôme qui est encadré par le ministère de la Santé. On dépend des agences régionales de santé, mais on n'est pas considéré comme des professionnels de santé. Donc on a un statut qui est un petit peu étrange. Donc moi je pratique en tant qu'ostéo depuis une dizaine d'années et j'ai passé un diplôme universitaire sur la douleur. Et je continue à me former régulièrement là-dedans, et c'est un sujet qui me passionne, d'autant plus qu'on a quand même beaucoup de nouvelles connaissances aujourd'hui sur la façon dont la douleur fonctionne, et sur les effets notamment de la thérapie manuelle, qui sont probablement pas ceux qu'on supposait pendant longtemps. Et c'est, je pense, entre autres ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai lancé une chaîne YouTube il y a un bout de temps, mais je faisais pas grand chose dessus. Je suis un peu plus assidu depuis quelques mois. Donc ça s'appelle les chroniques de la douleur. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire de la vulgarisation scientifique sur la façon dont on comprend la douleur aujourd'hui, et particulièrement en rapport avec le sport, ce que je pratique un petit peu. J'ai fait quelques vidéos sur la course à pied, sur la natation, et là je m'oriente beaucoup plus sur tous les sports de force, musculation, force athlétique, etc. parce que c'est ce que je pratique ces temps-ci, et que je trouve qu'il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a une compréhension de la douleur dans le milieu du sport en général qui est souvent un petit peu désuète, on va dire, qui est un petit peu à la ramasse par rapport à ce qu'on comprend aujourd'hui, et j'essaye un petit peu de transmettre donc des nouvelles connaissances par rapport à ça. Toujours de manière sourcée. Très bien. Alors, juste avant de commencer vraiment à attaquer la vidéo, qu'est-ce que c'est très rapidement que l'ostéopathie? En quoi ça diffère de la kinésithérapie, qui a tendance à avoir meilleure presse chez les sceptiques, notamment scientifiques, etc. Et qu'est-ce que c'est aussi que la chiropraxie? Je crois que ça se dit comme ça. Alors, si on doit faire la différence, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, donc on fait des techniques manuelles. Les gens consultent principalement pour des douleurs, pas que, mais principalement, et l'idée c'est d'aller appliquer des techniques manuelles sur les articulations, sur les muscles, sur les nerfs, et pas uniquement sur les os, comme le terme ostéopathe pourrait le faire penser. L'objectif étant de redonner de la mobilité à des zones qui seraient moins mobiles et qui pourraient être à l'origine de symptômes du patient. On essaie toujours de garder une vision qui est globale, donc on ne s'intéresse pas que à la zone qui est symptomatique, on essaie de comprendre un petit peu comment la personne fonctionne de manière générale. La chiropraxie, c'est une discipline qui est très proche en fait, parce qu'elle s'est développée à peu près à la même période dans le même pays, aux États-Unis. À tel point qu'on se pose la question s'il n'y a pas l'un des deux fondateurs qui a copié sur l'autre. Il y avait quelques différences à la base au niveau conceptuel, c'est-à-dire que les chiros, ils allaient manipuler quasiment que la colonne, là où les ostéos allaient aussi manipuler le crâne, le ventre, les membres. Et avec le temps, ça s'est un petit peu rapproché dans la pratique, c'est-à-dire que les chiros sont intéressés aussi aux membres, et donc il peut y avoir une proximité au niveau de la façon de pratiquer, sauf qu'en général, les chiros, surtout ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, ont des techniques qui sont un peu vénères.
Ils ont des techniques qui sont assez impressionnantes, ce qui du coup fonctionne bien sur les réseaux sociaux. Il existe d'autres techniques en ostéo qui sont parfois beaucoup plus douces et donc du coup vachement moins virales, on va dire. Voilà. Après, la kinésithérapie, c'est la seule des 3 professions qui est vraiment considérée comme une profession de santé en France. Bien que les 3 soient réglementés. Et la kinésithérapie, c'est beaucoup plus large en fait. On est sur de la rééducation qui va être vraiment très très large et qui va pas s'intéresser uniquement aux troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire qu'on peut faire de la kiné respiratoire, on peut faire de la kiné cardiovasculaire après des problèmes cardiaques, on peut faire de la kiné pour travailler l'équilibre, et tout ça c'est a priori en dehors du champ de compétences des kinés, des ostéos et des chiros. Après, les kinés, ils vont utiliser des exercices thérapeutiques que théoriquement on n'utilise pas en ostéo et en chiro. Ils vont utiliser des appareils, des machines qu'on n'utilise pas en ostéo et en chiro. Et là où souvent il y a confusion, c'est qu'effectivement c'est sur le côté thérapie manuelle, parce que les kinés peuvent utiliser de la thérapie manuelle parmi les différents outils dont ils disposent. Parfait. Donc du coup, si j'ai envie un petit peu de résumer les choses, la kinésithérapie, c'est beaucoup plus large, d'accord? C'est ça que tu me dis. Et dans l'idée aussi, au niveau de tout ce qui va être, on va dire, les outils utilisés, on est beaucoup plus sur de la thérapie manuelle au niveau de l'ostéopathie. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on s'interdit d'utiliser par exemple des exercices ou des choses comme ça en ostéopathie? Je pense de moins en moins. Quand on regarde la législation, on voit qu'on peut donner des conseils aux patients et ça peut inclure des exercices. Après, théoriquement, les kinés sont censés être quand même vachement mieux formés que nous à cet aspect-là quand ils le font. Et c'est un peu la problématique, c'est que beaucoup de kinésithérapeutes ne le font pas ou plus par manque de temps. Beaucoup. Mais donc après, voilà, théoriquement, ça peut faire partie des choses où on peut accompagner les gens, mais clairement, théoriquement, un kiné ou, dans une autre mesure, un prof en activité physique adaptée serait nettement mieux formé que nous pour ce genre de choses, quoi. Après, ça dépend de quel type d'exercice on parle. Il y a certains exercices de mobilisation, certains exercices au niveau des nerfs qui sont beaucoup plus de l'ordre de la thérapeutique, ostéo, kiné, etc. Si c'est faire du renforcement musculaire ou des hits, ce qui peut être utile dans certains types de douleurs, un kiné ou un prof en activité physique adaptée serait a priori vachement plus adapté, quoi. Sur Twitter, par exemple, rien qu'hier, j'ai vu encore des gens qui disaient oui, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va voir des ostéopathes, parce que l'ostéopathie, rien dans l'ostéopathie n'a été prouvé par la science, alors que dans la kinésithérapie, tout a été prouvé par la science. Et je trouve cette vision vraiment dichotomique parce que, en fait, moi, de ce que je vois, il y a beaucoup de chevauchement qui se fait, hein. Voilà, je suis désolé de te le dire de cette façon-là. Peut-être que toi, tu vas pas être d'accord. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de chevauchements qui ont l'air de se faire, en tout cas dans les gens sérieux que je suis en tant qu'ostéo et kiné. Et en fait, c'est beaucoup plus flou que ça. Et peut-être qu'effectivement, il y a des techniques qui sont peut-être pas démontrées avec un aspect scientifique dans l'ostéopathie et qui auront tendance plus à l'être du côté kinésithérapie. Pour autant, je pense pas que ce soit le cas de tout et que la frontière soit aussi nette. Voilà. Donc je suis dans une situation qui est un petit peu particulière en étant à la fois ostéo et sceptique. Et effectivement, je pense qu'il y a la plupart des gens qui disent ça sont des gens qui ne sont pas dans les métiers qui sont concernés. C'est-à-dire que la plupart des kinés que je connais qui ont une approche evidence-based sont beaucoup plus ouverts aux ostéos qui ont une approche evidence-based. Parce que justement, on se rend compte que une technique n'est pas en soi kinésithérapeutique ou ostéopathique. On est sur des techniques manuelles et on a des connaissances scientifiques sur les effets de la thérapie manuelle en général. Souvent ce qui est critiqué, c'est les modèles théoriques qu'il y a derrière l'ostéopathie ou la chiropraxie qui sont pas du tout à jour dans la plupart des choses qu'on voit en fait sur Internet. Et ça, clairement, c'est clair que les modèles théoriques utilisés, ils sont plus à jour et on devrait plus les utiliser comme ça, ils devraient plus être enseignés comme ça. Et je pense que dans certaines écoles, ils ne le sont plus enseignés comme ça. Mais voilà, il y a souvent une confusion entre modèle théorique et effet thérapeutique des techniques. Et après, une technique manuelle, qu'elle soit appliquée par un kiné ou par un ostéo, en vrai, ça change pas grand-chose. On sait les effets que ça a, et on pourra en parler tout à l'heure. On sait ce qui se passe
pas aussi quand on fait une technique manuelle, et ça c'est vrai encore une fois qu'on soit kiné ou ostéo ou chiro, et on sait aussi l'importance du discours qu'on va mettre derrière les techniques, et je pense qu'on pourra en parler un petit peu parce que je pense que c'est une des choses qui est importante ici. Pour boucler et arriver au sujet principal de la vidéo, je pense que, et ça c'est mon avis, il n'y a pas vraiment de l'ostéopathie c'est pourri, et puis la chiropraxie c'est pourri, et la kinésithérapie c'est le bien. Je pense au contraire qu'il y a que des pratiquants. Il y a des ostéopathes, il y a des chiropracteurs, il y a des kinésithérapeutes, et eux seront bons ou mauvais. Évidemment, personne n'est ni totalement bon ni totalement mauvais, mais il y a un spectre, et il y a des gens qui se situent clairement plus d'un côté, et des gens qui se situent clairement plus de l'autre. Et donc, dans l'idée, aujourd'hui, je pense qu'on va apprendre d'une certaine façon à détecter certains signes qui pourraient nous faire penser qu'un praticien n'est plus tellement à jour ou ne suit pas tellement des recommandations scientifiques quand il nous manipule ou qu'il nous fait faire tout simplement une séance d'ostéopathie de façon générale, de kinésithérapie, de chiropraxie, voilà. Enfin, je veux pas, comment dire, je connais pas les termes techniques, mais ouais, un entretien, une consultation, voilà, je pense que c'est peut-être plutôt ça. So his pelvis is completely off. Look at this. This is the dimple here. Feel. Put your fingers here. Put your finger on top of mine. That's the pelvis there and there. Okay. Okay? Now, sit up straighter, straighter. So what's happening, this whole thing is puffy. Do you see that? Right. It's not supposed to be like that. Okay. So this is actually starting as a sacrum, a tailbone. On commence sur un truc qui est un grand classique de la thérapie manuelle, le bassin qui se déplace. Alors, il faut savoir que c'est possible de se déplacer le bassin sur un accident de la route ou sur une chute de plusieurs étages, et ça s'appelle une fracture à ce moment-là. Apparemment, il n'a pas l'air, ce jeune patient qui doit avoir 10-12 ans, d'être tombé d'un immeuble. Non, a priori non. En fait, bon, on va pas faire semblant de pas comprendre ce qu'il veut dire. Il suppose qu'en gros, le bassin, c'est un ensemble de 3 os, les os iliaques et le sacrum derrière, qui sont articulés. Il y a une articulation devant le pubis, et derrière il y a les 2 articulations sacro-iliaques. Et donc on s'imaginait pendant un bout de temps que sur certains mouvements ou certaines postures, ça pouvait se déplacer de manière minime, mais suffisamment pour poser problème. On s'est rendu compte que pas du tout en fait. Il y a des études qui ont été faites avec des imageries avant, après manipulation. Le bassin ne se déplace pas, c'est une structure qui est extrêmement rigide, qui est extrêmement robuste. Il y a des mouvements qui sont minimes au niveau du pubis et au niveau des sacro-iliaques, mais ça ne se déplace pas à proprement parler. Et quand on manipule, en fait, on ne remet pas en place les articulations, le bassin ou quoi que ce soit. Il y a d'autres effets dont on pourra parler tout à l'heure, mais voilà, c'est pas ça qui se passe en fait. Avant même de parler des effets des techniques, en fait, on peut se poser la question de la pertinence des tests qu'il fait aussi. C'est-à-dire que là, il dit, il pose ses doigts, il appuie, il touche, il dit regardez, il y a son bassin qui est déplacé. Ça aussi, c'est des tests qui m'ont été enseignés il y a 10 ans. Mais déjà à l'époque, on émettait des grosses réserves par rapport à la fiabilité de ces tests. Il y a des études qui ont été faites depuis qui montrent que les tests basés sur la palpation uniquement sont très peu fiables. Il y a une fiabilité inter-examinateur qui est très faible, c'est-à-dire que si moi je teste un truc et que j'ai mon collègue ostéo qui passe, il y a des chances pour qu'il trouve un autre truc. Donc ça pose un peu question quand on veut choisir un traitement, si à la base l'examen il n'est pas reproductible, ça interpelle un petit peu. Par contre, on sait qu'il y a d'autres tests qui peuvent être plus fiables en intra-examinateur et en inter-examinateur. C'est tous les tests qui vont être basés sur la reproduction de la douleur. C'est-à-dire être capable de dire ah bah tiens, quand on fait ça, ça fait mal, ou quand j'appuie là, ça fait mal. Ça, on sait que c'est plus reproductible, donc en fait c'est une information qui est plus facilement utilisable en pratique. Mais juste les repères palpatoires comme ça, on sait que ça marche pas bien. Et on a pas mal de données là-dessus. Donc ça veut pas dire que ça sert à rien d'aller palper. Ça peut avoir un intérêt pour que le patient il se rende compte qu'on a trouvé là où ça lui fait mal, mais éventuellement pour évaluer la mobilité de la zone, mais encore ça aussi c'est moyen fiable. Mais en tout cas, dire ah bah tiens là je sens il y a un truc qui est déplacé, même si on peut avoir sincèrement l'impression en tant que thérapeute qu'il y a un truc qui est déplacé, ou même si le patient peut avoir l'impression que le truc est déplacé, en réalité c'est rarement le cas. Il peut y avoir des asymétries.
Ça arrive, mais la plupart du temps, elles sont assez peu pertinentes en fait. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là aussi qui montrent qu'on est tous un peu asymétriques et la plupart du temps, il n'y a pas de lien direct avec les douleurs et on peut clairement avoir des améliorations des symptômes alors que l'asymétrie est toujours présente. Bah, tout simplement, hein, on va citer les gens qui ont des scolioses. Les gens qui ont des scolioses, heureusement, ils ne souffrent pas toute leur vie dans leur majorité. Hein. Ils ont évidemment certains ont des problèmes toute leur vie, voilà, ça arrive, mais de ceux que moi je connais et puis on va dire de ce que je connais très basiquement de la littérature, parce que ma spécialité c'est pas la traumatologie ou les troubles de cet ordre-là, bah, ils ont certes des limitations en termes de mouvement de temps en temps, mais pas nécessairement plus de douleur que les autres. So this is the foundation of the building, right? The foundation is not level. What happens to the rest of the building is compensating. So the pelvis is high on this side, okay? Now he's compensating by raising the left shoulder. Alors là, c'est moi qui vais revenir juste sur ça, sur ce qu'il dit. On a beaucoup dans le monde des sciences du sport, de façon générale, et puis en particulier peut-être de la santé, mais vraiment dans le monde des sciences du sport, très souvent des analogies comme ça qui sont faites. Et je trouve que c'est important de parler du fait que c'est pas nécessairement pertinent. C'est pas parce que l'image nous parle et qu'on se dit « Ah ouais !» que c'est vrai pour autant. Parce qu'une analogie, son intérêt, c'est qu'elle soit facilement compréhensible, facilement appréhendable. Mais ce qui est facilement compréhensible et appréhendable n'est pas nécessairement ce qui est vrai. J'ai envie de dire, faites très attention à ça, parce que c'est comme ça qu'on peut vous faire avaler des couleuvres. Notamment au niveau du bas du dos rond ou pas, dont on a fait les frais récemment, et il va y avoir certaines vidéos qui vont arriver, je ne vais pas spoiler, mais enfin bon bref. L'idée c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comparent ça à un modèle biomécanique facilement compréhensible, à se dire bah oui mais là vous avez vu les disques ils sont pas, ils vont partir dans un sens, etc. Sauf que dans la réalité du comportement de nos tissus, avec un vrai modèle biomécanique poussé, ça se passe pas du tout comme ça en fait. Et c'est pas parce que quelque chose est facilement compréhensible, encore une fois, que c'est vrai. Je vais ajouter quelque chose, c'est que particulièrement quand on parle de douleur, on se rend compte qu'une vision purement biomécanique, elle ne fonctionne pas en fait. Et c'est tout ce qui tourne en fait autour de cette vidéo et de beaucoup de thérapies manuelles en général. Il y a un article qui est paru, je crois que c'est aux alentours de 2010 à peu près, et qui d'ailleurs a été publié par un chiro, donc c'est assez cocasse, qui s'appelle la chute du modèle biomécanique, Lederman, je crois qu'il s'appelle. La chute du modèle biomécanique qui en fait se base spécifiquement sur les lombalgies et qui regarde un peu la littérature scientifique qu'on avait à ce moment-là et qui regardait un petit peu tous les facteurs biomécaniques qu'on connaît qui pourraient contribuer à l'apparition ou à l'entretien des douleurs, et on se rend compte que la plupart, si ce n'est la totalité des facteurs purement biomécaniques, du style le bassin qui serait un peu plus haut d'un côté, une jambe plus courte que l'autre, le fait d'avoir des asymétries au niveau des épaules, le fait d'avoir une posture plutôt comme ci ou comme ça, en fait tous ces facteurs semblent absolument pas liés à la douleur. C'est-à-dire que, en tout cas absolument pas prédictif de douleur, c'est-à-dire que le fait d'avoir ça nous dit absolument rien sur le fait que la personne a ou va développer des douleurs. Et le fait d'aller agir sur ces facteurs-là nous dit rien non plus sur le fait que les gens aillent mieux ensuite. Et le fait d'avoir cette approche purement biomécanique, elle est intuitivement compréhensible en fait, c'est-à-dire que ça nous parle. Là effectivement l'analogie, on visualise bien en fait, et on se dit ah putain effectivement si les fondations elles sont de travers, ça va se casser la gueule, il y a des exceptions, la tour de Pise ça tient mais ça reste une exception, donc c'est à dire que la plupart des gens si c'est de travers ça va se casser la gueule. Alors qu'en pratique, on se rend compte que pas du tout, en fait. Il y a plein de gens qui sont parfaitement asymétriques et à qui ça pose aucun problème, parce que notre corps, c'est pas un bâtiment, notre corps, c'est pas de la mécanique auto, notre corps, c'est un organisme vivant qui a une capacité à s'adapter, en fait. Et ça fait toute la différence, en fait. And yep, there it is. Dead. Goes to the hot nerve, comes back. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Pourtant, ça a l'air, comment dire, un truc hyper technologique, hyper bien fonctionné, hyper... Enfin voilà, il y a des aiguilles dessus, il y a des... Il y a des bouts pour sentir et tout. Ça a l'air d'être un machin qui calcule la différence en fait entre deux côtés en termes de raideur et avec de la compression. Mais ça, c'est beau, je trouve, parce que je pense qu'on va en reparler derrière, évidemment, mais je trouve qu'on est pile dans un appareil qui fait hyper compliqué,
Donc du coup, on se dit que ça va mieux fonctionner. Et ça, pour moi, ça rentre vraiment dans tout le cadre des effets contextuels. Et évidemment, on va en reparler derrière, parce que les effets contextuels, c'est hyper important dans ce type d'approche-là. Mais ça me fait marrer parce que j'ose même pas imaginer combien la société qui fait ça le vend. Ouais, c'est vrai qu'en ostéo, on n'a pas trop ce genre de truc. C'est vachement plus en chiro ou en kiné. Les kinés, ils se font vendre des appareils qui coûtent une blinde et où il y en a plein, où il y a zéro preuve d'efficacité. C'est vrai qu'en ostéo, la plupart du temps, on reste très manuel. On a d'autres choses qui peuvent faire stimuler les effets contextuels, on va dire. Mais effectivement, ce genre de truc, j'ai aucune idée de ce que c'est censé faire. Effectivement, il y a l'air d'avoir un truc de pression, etc. Quelle est la pertinence de ce truc-là? Je sais pas. Ben voilà, ça typiquement, ça, voilà, moi je pense que c'est un bon indice. C'est-à-dire se dire, si mon pratiquant sort des instruments super compliqués, je pense qu'il faut lui poser la question de se dire, mais à quoi ça sert en fait? Vraiment, à quoi ça sert et en quoi c'est pertinent? Et suivant la réponse qu'il va avoir à nous apporter, des fois, je suis même... Quand on creuse suffisamment, quand tu poses suffisamment de questions à quelqu'un, il y a pas mal de gens qui vont au bout d'un moment dire bah je sais pas. Et en fait, je trouve que c'est compliqué quand tu es professionnel de santé de balancer ça. Évidemment, professionnel de santé, je dis pas ça, toute l'appellation, etc. Je me permets de faire un gros raccourci parce que sinon c'est complexe, on va pas rentrer dans les questions légales. So the idea is right side is short. Do you see that? Right. Okay. Now we're going to bend 90 degrees. If it stays short, we're doing sacrum. If it goes even or long, we're doing the pelvis today. Okay. Okay? Now, stays short. So we're going to start on the sacrum too. Pour mesurer une différence de longueur de jambe, l'examen standard, ça reste la radio. Les tests qu'on fait au cabinet sont vachement moins fiables parce que ça va dépendre de la façon dont le patient va être positionné sur la table. Des fois, en allant détendre certains muscles, on arrive à changer certains trucs. Donc, fiabilité de ce genre de test, pas extra. Et encore une fois, pertinence. Enfin, je veux dire, ok, même s'il y a une différence de longueur de jambe, ok, et alors ou bien il y a une différence des segments osseux, c'est-à-dire qu'il y a une jambe qui est réellement plus courte que l'autre, ce qui arrive particulièrement en période de croissance, ben ça on n'y peut rien en fait, hein. C'est pas en faisant une manip qu'on va rajouter 2 cm de tibia quoi. Voilà, ou bien effectivement c'est les tissus mous, les muscles qui peuvent faire qu'on se positionne d'une manière un peu différente. Bon, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'après, il fait encore un autre test où il va plier le genou et il va donner une explication de fou, genre si c'est pareil, on va travailler à tel endroit, si c'est pas pareil, on va travailler à tel autre endroit. Il y a probablement une logique derrière, mais j'ai du mal à la saisir en fait. Et surtout, à la fin de la séance, alors ça a peut-être pas été filmé, mais il ne reteste pas ça. Donc en fait, on ne sait pas s'il y a eu un changement. Bon, voilà. C'est beau, parce que comme ça, si tu testes pas, tu peux pas échouer. Donc moi je propose que désormais on donne les examens aux élèves, d'accord, à partir du moment où ils sont venus à l'examen, d'accord, enfin ils sont venus au cours, on leur dit bon c'est bon, vous avez assisté au cours, vous avez votre diplôme. Je pense que c'est pas mal comme façon de voir, je sais pas ce que t'en penses. Autre chose que je voulais dire par rapport à ça, si jamais tu trouves une manipulation qui fait gagner 2 cm de façon osseuse, moi ça m'intéresse parce que du haut de mon 1m69... Je pense que ce qu'on vient de voir là, effectivement, ça me fait penser à ce que tu disais dans ta vidéo sur les cures de jus. Ça a l'air compliqué, donc ça donne confiance en fait. On se dit, oh la vache, il y a tout un système derrière, le mec il sait de quoi il parle et tout. Donc ça donne confiance, effectivement. Voilà. Après, quelle est la pertinence du truc, j'ai du mal. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire craquer comme ça? L'un des grands débats de la thérapie manuelle. A priori, on a des données qui montrent que les résultats sont sensiblement les mêmes, hein, qu'on ait un craquement ou qu'on n'ait pas de craquement. Il y a probablement des différences en fonction des gens, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont mieux réagir à des techniques où il y a un craquement, il y a des gens qui vont moins bien réagir et qui du coup vont préférer des techniques où ça craque pas. C'est probablement déterminé par les expériences passées de la personne et par ses attentes. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui vient en disant moi on m'a fait craquer, ça me fait vachement de bien, et ben en fait il sait que c'est un truc qui réagit bien chez lui, et peut-être que si ça craque pas, il va peut-être être déçu, et peut-être que ça va moins bien fonctionner. Mais de manière générale, en fait, il n'y a pas de nette supériorité.
à l'échelle de la population, des techniques avec craquement et sans craquement. Au niveau cervical, il y a une problématique qui se pose, en fait, c'est la question de la balance bénéfice-risque, en fait. Tout à l'heure, du coup, j'ai pas parlé des effets spécifiques des manipulations, enfin des techniques manuelles. On sait que ça a des effets hypoalgésiques, donc ça permet de diminuer la douleur. Il y a des effets au niveau neurologique, au niveau même biologique. On sait que quand il y a des manipulations, il y a des diminutions de certaines cytokines pro-inflammatoires, donc il y a une diminution de l'inflammation, il y a de la production de certaines des endorphines. Il faudra que je revérifie. Oui. Voilà. Mais en gros, il se passe des choses au niveau neuro, au niveau chimique, qui ont des effets antidouleurs. C'est des effets qui sont à relativement court terme, en fait, court, moyen terme, mais qui peuvent permettre de passer un cap et de permettre aux gens de rebouger et d'aller mieux. Mais du coup, ces effets, on les a qu'il y ait un craquement ou qu'il n'y en ait pas. Et l'inconvénient de ce genre de technique-là, et qui fait qu'il y a un réel débat en fait là-dessus, c'est que on va amener une amplitude et une vitesse sur la technique qui peut au niveau cervical poser problème au niveau de certaines artères. Il y a des artères au niveau cervical qui peuvent, de manière extrêmement rare, être abîmées sur des manips comme ça. C'est extrêmement rare, mais on suppose que c'est probablement sous-évalué parce qu'il n'y a pas forcément de déclaration de sinistre, etc. Mais ça reste extrêmement rare. Mais les fois où ça arrive, c'est dramatique en fait parce qu'il y a des effets au niveau neuro potentiellement. Donc même si c'est extrêmement rare, et d'autant plus on ne sait pas forcément le prévoir à l'avance, c'est-à-dire qu'il y a des tests qui étaient présentés à une époque où on allait voir s'il y avait une diminution de la circulation du sang, ou bien avec des tests, ou bien avec une échographie. On se rend compte que ces tests ils fonctionnent pas en fait pour prévoir un éventuel accident. Et ben on en arrive à un point où la balance bénéfice-risque elle se pose sérieusement en fait. Bon, encore une fois, c'est extrêmement rare. La plupart des gens ils se font manipuler plein de fois, ils ont zéro problème. Et puis il y a certains patients qui vont vachement mieux réagir à ce genre de technique que d'autres. Donc la question se pose, d'autant plus la façon dont la technique elle est faite là, on sait que sur certains paramètres, il y a beaucoup moins de risques de mettre en tension les artères avec d'autres paramètres, notamment où on met de la flexion cervicale. Et à l'inverse, quand on met de l'extension, ça peut mettre un petit peu plus de tension sur les artères. Mais c'est plus facile en fait de faire craquer avec une extension, mais potentiellement plus risqué quoi. Mais encore une fois, c'est pas parce que le mec est chiro, il y a des ostéos qui font comme ça, il y a probablement des kinés qui font comme ça, et je sais quand j'étais en stage sur la fin de mes études, j'avais été dans un hôpital, j'ai fait un stage dans un service d'urgence, où je faisais j'aidais les gens qui venaient pour des douleurs, et il y avait un médecin ostéo qui était sur place, et on avait discuté un peu manipulation, et quand on avait parlé de manipulation cervicale, il m'expliquait que lui, en tant que médecin ostéo, on lui avait appris à manipuler en extension, qui est la technique où on sait que potentiellement il y a plus de risques. Donc en fait, ça nous ramène au débat de tout à l'heure. Oui, si vous allez voir quelqu'un, il faut que ce soit un médecin, faut pas que ce soit un ostéo ou un chiro. Bah en fait, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment la personne a été formée, on ne sait pas comment elle va pratiquer quoi. Mais du coup, si jamais en fait un pratiquant arrive et te fait craquer le cou, ou va pour te faire craquer le cou, ça peut être un indice qu'il n'est pas totalement à jour vis-à-vis de cette balance-là, bénéfice-risque. Donc évidemment, il ne faut pas surdramatiser et se dire « Waouh, ça va me péter les artères, ça y est, je vais perdre 20 points de QI, terrible ». Mais je pense que ça peut être un bon indice, encore une fois, et de se dire « Bon, peut-être que je ne vais pas retourner chez lui ». Ou peut-être que je vais lui communiquer ça et voir s'il se met à jour. Parce que je pense aussi que en tant que sceptique, en tant que personne qui s'intéresse à ça, c'est aussi un petit peu de notre devoir d'essayer d'informer un minimum, sans pour autant se prendre pour le professeur de la personne, parce que ça peut être vraiment dégradant pour le pratiquant, enfin le praticien plutôt. Mais je pense quand même que c'est cool d'apporter ça, parce que si jamais on laisse cette personne-là faire son truc de son côté, potentiellement elle peut le faire à d'autres personnes et un jour ça peut être pas terrible quoi. Donc au moins ne serait-ce qu'en termes de responsabilité, après c'est compliqué hein, mais je lance une sorte de pavé dans la mare. Quelle que soit la thérapeutique qu'on propose à une personne, que ce soit une manipulation où il y a un craquement ou même une manipulation où il n'y a pas de craquement, théoriquement on est quand même censé recueillir le consentement de la personne. C'est-à-dire qu'on est censé lui dire bon voilà les différentes options dont on dispose dans votre cas, voilà ce qu'on peut attendre de chacune des options, les avantages ou les risques,
qu'est-ce que vous en pensez? On en discute ensemble et on fait un choix ensemble en fait. Là on est sur une question de prise de décision partagée, c'est-à-dire que théoriquement on n'est pas censé dire moi je sais et je vais te faire sans te poser la question, et je me rends compte que beaucoup de patients qui ne veulent absolument pas qu'on leur touche les cervicales, c'est parce qu'ils ont eu une expérience comme ça en fait, hein, de quelqu'un qui les a manipulés sans rien leur dire, et encore une fois c'était pas forcément un ostéo ou un chiro quoi. On trouve ça aussi chez n'importe quelle profession en fait, hein. C'est pas forcément lié à la formation initiale, c'est plus à la façon dont les gens vont se comporter dans la relation avec le patient quoi. Et dernier élément qui me semble vachement important, c'est que de toute façon en France, les ostéos et les chiros qui ne sont pas professionnels de santé, ils n'ont pas le droit de faire ce genre de technique sur les cervicales sans avoir un certificat médical qui atteste qu'il n'y a pas de contre-indication. Sauf qu'on n'a jamais de certificat médical parce que les contre-indications, elles sont pas clairement définies. Donc en fait, il n'y a aucun médecin qui va dire « ouais, vas-y, t'inquiète, fais ce que tu veux », parce qu'en fait, on ne sait pas, on peut pas prévoir en fait. Donc on n'a jamais de certificat médical, donc en fait, légalement, théoriquement, on ne peut pas faire ça. That's it. You okay there, Max? Yeah. That was the worst of it, dude. All the way back. That should feel better. Yeah. Now, here's the good test, right? Bend the left. Bend the right. Less pull. Yeah. Still tight, but it's left. Est-ce que le fait que la personne ait moins mal, c'est un critère pertinent pour dire oui, ça a été efficace ce que j'ai fait? Si l'objectif de la manipulation c'est de réduire la douleur, a priori oui. Maintenant, le fait qu'il y ait une amélioration à très court terme, est-ce que ça veut dire que forcément le problème est réglé de manière définitive? Probablement pas. Mais ça apporte déjà un soulagement à court terme, et c'est là où en fait ce qu'on va expliquer aux patients et ce qu'on va lui donner comme conseil va être vachement important en fait. Et par exemple, très souvent j'ai en consultation des gens qui me disent ah, j'ai déjà vu un ostéo, on me dit qu'après la séance, faut pas que je bouge, il faut que je fasse rien, faut pas que je fasse de sport. C'est une explication qui était pertinente à l'époque où on pensait que les vertèbres se déplaçaient et qu'on les remettait en place. Parce qu'on se disait les trucs se déplacent, vaut mieux laisser reposer le temps que ça se stabilise. Sauf que maintenant on sait que c'est pas ça qui se passe, on sait qu'au contraire le fait de bouger va être plutôt bénéfique, et donc en général, moi ça me semble vachement plus pertinent de dire aux gens, bah non, faites vos activités de la vie quotidienne en adaptant en fonction de ce que vous ressentez, mais bougez quoi. Essayez pas de battre vos records au soulevé de terre demain ou de péter une cloison ce soir, des choses vraiment inhabituelles c'est peut-être pas une bonne idée, mais bouger fera plutôt du bien. Et dans un cadre comme ça, le fait de manipuler, ça peut permettre justement d'apporter un soulagement à court, moyen terme, si ça permet aux gens de se remettre en mouvement et de bouger, ce qui va probablement la plupart du temps être l'élément principal de positif en fait, c'est surtout ça qui va les aider, et ben ça peut avoir un intérêt dans ce cadre-là. Mais faire croire qu'on a mis en place une vertèbre et que c'est bon, t'inquiète, tout est réglé, et la prochaine fois que t'as mal, bah reviens surtout me voir parce que tu t'es redéplacé ta vertèbre, ça pose un peu plus de questions. Home run! Ah! Awesome! Walk it off. I feel like straight, more straight. Ça me donne l'occasion de recommander chaudement la lecture de quelques articles de blog qui ont été écrits par le collectif Kinéfact. C'est des kinés qui sont bénévoles et qui font des articles de blog très très bien référencés. Et ils ont fait une série d'articles de 3 plus 1 ensuite article sur les preuves de la thérapie manuelle, ce que ça fait pas, mais aussi ce que ça fait. Donc vous cherchez Kinéfact thérapie manuelle et il y a 3 articles, et le 3e il parle justement des effets de la thérapie manuelle, et parmi les effets, il y a effectivement des effets au niveau somato-perceptuel, c'est-à-dire que ça permet à la personne de ressentir son corps différemment. On se rend compte que quand on a mal, et particulièrement quand c'est des douleurs persistantes, la représentation qu'on a de notre propre corps, elle est modifiée en fait. Et il y a des études comme ça où ils ont demandé aux gens de dessiner leur dos de la façon dont ils le ressentaient. Pas de la façon dont ils s'imaginaient qu'il est, mais de la façon dont ils le ressentaient. Et en fait, des fois, quand les gens ils dessinent, ils ont l'impression d'avoir une zone qui est énorme, ou au contraire des endroits qu'ils n'arrivent pas à ressentir. Et ils disent, j'arrive pas à le trouver. Donc il y a une question vraiment neurologique au niveau du système nerveux qui fait que quand on a mal, on va ressentir son corps différemment. Et on va avoir du mal à le bouger différemment, enfin on va avoir du mal à le bouger de manière fine en fait. Certains mouvements précis vont être très difficiles à faire. Et ça, on sait que les techniques manuelles vont améliorer ça. Vont améliorer le ressenti, et je pense que c'est de là que ça vient en partie l'idée
le sentiment qu'on peut avoir quand on a mal qu'il y a un truc qui est pas en place en fait, parce qu'on se dit mais je sens un truc bizarre quoi, et donc on peut vraiment avoir cette sensation là, alors qu'en fait non, les choses sont en place, c'est juste que le ressenti de la zone est un peu modifié quoi. Et donc on sait effectivement qu'on peut avoir des effets là-dessus par des techniques manuelles. Après encore une fois, il y a probablement pas de supériorité du fait de faire craquer par rapport au fait de pas faire craquer, et même si on va un peu plus loin, on se rend compte que toutes les magnifiques théories biomécaniques qui ont été développées à base de il faut manipuler dans tel sens pour être pile comme il faut par rapport à l'orientation des surfaces articulaires. Ça, c'est des études qui ont été faites, je crois, au niveau cervical, où en fait, il y a des gens qui ont manipulé de manière extrêmement précise, selon des paramètres bien précis de je mets un petit peu de temps de flexion, temps d'inclinaison, temps de rotation pour faire pile selon cet axe-là, ou d'autres à qui manipuler volontairement dans un sens qui n'est pas anatomiquement pertinent, et ben les résultats étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on va manipuler exactement selon cet axe-là, donc cette vision très mécanique de ah hop j'ai décoincé le truc, et ben apparemment c'est pas ça qui se passe en fait. Et donc des fois, et je sais que je vais pas me faire des copains auprès des gens qui font de la thérapie manuelle en disant ça, donc faut s'attendre à ce que je me fasse pourrir prochainement. Les données là-dessus, elles sont plutôt dans le sens de dire ouais, enfin. Il n'y a pas forcément besoin, on parlait de la simplicité tout à l'heure, des fois il n'y a pas forcément besoin de se prendre le chou avec des explications biomécaniques tirées par les cheveux à base de on va orienter exactement comme ça parce que c'est ça qu'il faut faire. Bah, des fois on a les mêmes résultats en allant travailler pas exactement selon le même axe, voire même en allant manipuler un peu au-dessus ou un peu en dessous, parce que les effets ils sont probablement surtout neurologiques et pas extrêmement spécifiques. C'est humain de vouloir chercher la précision et la pertinence et le sens dans ce qu'on veut faire. Donc évidemment que si ça a plus de sens, alors on va plus y croire. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a bien analysé tous les paramètres en fait. Ça veut juste dire qu'on y a mis, encore une fois, plus de sens. Ça se recoupe avec ce que j'avais dit avant, mais c'est hyper important à comprendre. En revanche, au niveau de la sensorialité, je ne savais pas du tout ça. Enfin, ça me semble plutôt logique maintenant que tu le dis, mais moi, j'ai souvent eu cette image-là de l'homoncule, tu vois, l'homoncule sensoriel, l'homoncule de contrôle moteur. Et en fait, eh bien, c'est en fait une représentation, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, c'est une représentation de notre corps suivant les régions les plus innervées de façon sensorielle et motrice. Et par innervée, je veux dire aussi la place qu'elles occupent dans notre cerveau. Par exemple, pour les mains, on a une place, mais qui est gigantesque, autant au niveau moteur que sensoriel, alors que pour les jambes, beaucoup moins. Et en fait, peut-être que nos sensations et notre douleur peuvent moduler cet homoncule vis-à-vis de ce que j'ai compris, de ce que tu viens de me dire. Et ça, je trouve ça assez cool, parce qu'on oublie souvent que la biologie, c'est quelque chose qui s'adapte, en fait, et qui n'est pas super fixe, parce que nous, on aime bien mettre les choses dans des cases en tant qu'humains. Et merci d'avoir fait cette précision-là. Là, quand je vois qu'il dit je suis plus droit, je me sens plus droit. Là aussi, en fait, c'est le genre de truc où on peut avoir l'impression qu'on a redressé la personne, qu'on l'a remise en place. Et en fait, c'est l'un des trucs que je trouve intéressant, c'est que très souvent, on s'imagine que les gens ont mal parce qu'il y a un muscle qui est contracté, ou alors ils ont mal parce qu'ils se tiennent de cette manière et qu'en les redressant, ils auront moins mal. Et en fait, souvent, c'est l'inverse, en fait. Souvent, c'est parce que les gens, une fois qu'on a trouvé un moyen de soulager la douleur, naturellement, ils vont pouvoir se retenir plus droit, si ça a un intérêt. Mais voilà, en tout cas, ils peuvent bouger de manière plus fluide. Et c'est souvent dans l'autre sens que ça se fait, je veux dire. C'est parce qu'on a soulagé la douleur d'une certaine manière que les gens arrivent à bouger mieux. Et donc des fois, il n'y a pas forcément besoin de se dire je vais décoincer ce truc-là pour que les gens aient mieux. C'est les gens vont mieux, donc ils arrivent à mieux bouger, quoi. Toutes ces explications à base de ton bassin est décalé, tes épaules sont comme ça, ça peut induire l'idée que notre corps il est instable, qu'il est potentiellement fragile, etc. Et ça pose vraiment problème. Et dans certains cas, on sait que ça peut même contribuer au passage à la chronicité de certaines douleurs. Et c'est un truc qui me semble vachement important, c'est que le but, c'est de permettre aux gens de sentir que leur corps, il est costaud, il est adaptable, il est résilient, et qu'il n'a pas forcément besoin tout le temps qu'on aille le remettre en place, et qu'il y a probablement d'autres facteurs qui entrent en jeu, des facteurs sur lesquels le patient a une action possible, quoi. Et je pense que c'est là-dessus que le discours peut être, je pense, doit être amélioré de manière générale autour de la thérapie manuelle. Mais après, des fois, on est obligé en consultation de laisser
laisser filer certains trucs, c'est-à-dire que des patients ils vont dire un truc et je me dis bon, je vais pas encore essayer là tout de suite d'aller aller à l'encontre direct de ses croyances. Des fois c'est pas forcément une bonne chose parce que c'est pas facile de changer d'avis sur un truc comme ça, surtout quand on a le sentiment que il faut que je me tienne comme ça pour aller mieux. Des fois ça prend du temps. Des fois on se dit bon bah ça j'y reviendrai peut-être une prochaine fois, ou j'essaierai de lui faire ressentir un truc dans son corps pour peut-être mettre un doute sur le fait que par exemple il se sent peut-être mieux en étant un peu plus avachi, ou que par exemple il peut peut-être porter un kettlebell de 20 kg en ayant le dos arrondi sans que ce soit problématique, quoi. I know it's tender because I know you sprained that ankle before. I was saving this for last. There you go. En fait, on arrive à l'un des problèmes de ce genre de vidéo, c'est qu'on n'a pas toutes les infos, quoi. D'où il sort le « tu t'es foulé la cheville ». Est-ce que c'est lui qui fait genre « ah tiens, je sens que tu t'es foulé la cheville » alors qu'en fait ça se trouve pas du tout? Ou est-ce que c'est le père qui a dit, ou le jeune qui a dit « bah oui, je me suis tordu la cheville ». Et puis encore une fois, quand si le mec s'est tordu la cheville il y a 3 jours, c'est probablement pas une bonne idée de faire ça. Si le gars il dit « je me suis tordu la cheville il y a 5 ans », ok. Et donc du coup... D'accord, et donc, mais est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce qu'il est encore gêné ou pas? Bon, on manque d'infos en fait pour savoir. Tu l'avais dit au début de la vidéo, mais je trouve ça assez fou. Cette espèce d'emphase que les chiropracteurs ont sur des techniques, mais juste d'une violence absolue pour être en mode allez, on y va. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'aller lui taper la cheville contre un putain de pad pour que ça fonctionne? Je sais pas, quoi. Je pense pas. Je pense que le côté spectaculaire joue dans les effets contextuels, en fait. Ça, on le sait pas mal dans les études sur le placebo en général. On sait qu'un médicament, plus il est gros ou plus il est rouge, plus il va avoir d'effets, plus il est... une opération, les opérations chirurgicales, c'est vachement impressionnant. Et du coup, il y a certaines opérations où on s'est rendu compte que 100% des effets étaient des effets contextuels. Où en fait on se rend compte que ce qui fait effet, c'est pas le fait d'aller, je crois que c'était sur l'arthroscopie peut-être, ou sur les ménisques, je sais plus exactement. Il y a certaines opérations où on s'est rendu compte que les gens allaient aussi bien si on faisait tout ce qu'il y avait autour. Les gens ils vont à l'hôpital, ils ont rendez-vous avec l'anesthésiste, ils vont avec leur super chemise où on voit les fesses, on les endort, on ouvre, on referme, les gens ils vont aussi bien que si on avait effectivement gratté le truc à l'intérieur, quoi. Certaines opérations, on est d'accord, c'est pas toutes, mais plus c'est impressionnant autour, plus il y a d'effets contextuels en fait. Là, dans ce genre de contexte-là, quand tu as une personne et que tu sais, par exemple au niveau de l'arthroscopie, ça fonctionne très bien les effets placebo pour le coup, et que tu sais ça, et que tu croises quelqu'un à la salle de sport qui allait se faire une vraie arthroscopie, et tu es toujours dans cette espèce de truc en train de lui faire « ah d'accord, bah je suis content que vous ayez mieux », et dans ta tête tu es en mode « le pauvre il a fait un truc totalement inutile ». Dad, help me with this. Come over here. Hold him like this. Face me. Hold it up. You give me your ankle. Let it go. There. Now you're going to pull slowly towards you. 1, 2, 3. That's it. Poquito más. That's it. Más. That's it. Yeah. It feels like less tender. Less tender on the ankle? Yeah. How's the back feel? It feels better. How's the neck feel? Yeah, it feels less stiff. Le mot utilisé par l'enfant est super pertinent. Il dit c'est moins sensible. Et je trouve que c'est vachement bien parce que c'est... En fait, plus on étudie les effets de la thérapie manuelle en général sur les douleurs, ou même sur le fonctionnement plus on étudie le fonctionnement de la douleur en général, et plus on se rend compte que la plupart du temps, la problématique, surtout dans les douleurs qui persistent pendant un temps, c'est pas un problème de fragilité, c'est souvent un problème de sensibilité. C'est-à-dire que c'est le système nerveux qui va être trop sensible et qui va réagir trop fort à des stimuli qui normalement n'auraient pas dû provoquer de douleur. Un peu comme quand on a un coup de soleil. Quand on a un coup de soleil, le toucher ou le fait de mettre de l'eau chaude dessus, ça fait méga mal. Alors qu'en fait, toucher ou mettre de l'eau chaude, c'est pas dangereux normalement. C'est juste que notre système est plus sensible en fait. Et dans beaucoup de douleurs, c'est ce qui se passe, surtout quand il s'est passé un certain temps, il se passe des trucs au niveau du système nerveux périphérique et central qui font que le système nerveux est trop sensible. Et l'une des actions de la thérapie manuelle, c'est de désensibiliser le système nerveux en fait. Et en fait, moi très souvent j'ai des patients qui me disent j'ai une zone qui est fragile. Et je les reprends, je leur dis pourquoi vous dites que c'est fragile, parce que fragile ça sous-entend que c'est un truc qui casse, tu vois, c'est un truc qui peut péter facilement. Alors souvent non, c'est une zone qui est sensible, c'est-à-dire qu'elle va se réveiller plus vite. Et je pense que cette distinction elle est importante en fait. Mais on a du mal à dire qu'on est sensible. On est des gros, tu vois, on est des gros durs, on fait du soulevé de terre, donc on n'est pas sensible, tu vois. Squeeze my hand, squeeze hard. Squeeze hard. Squeeze. Squeeze. Okay, let me set the elbow. Relax. And the thumb.
Whoa. Let me set the elbow, thumb, and the wrist. Ça me fume. Je suis désolé de le dire comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du n'importe quoi. Ouais, là, ça me pose problème. Vraiment, enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas ce test. Alors dans certains cas, il peut y avoir un intérêt en fait à serrer la main. C'est pour tester par exemple la force. Tu vois, si on suspecte qu'il y a une atteinte au niveau de certains nerfs, on peut tester la force au niveau des. Il n'y a pas que serrer la main. Il y a plein d'autres tests à faire, mais ça peut être un élément intéressant. La question c'est est-ce qu'il l'a fait avant ou pas, on ne sait pas. Ça peut être intéressant pour réduire la douleur. S'il y a quelqu'un qui a une tendinopathie au niveau du coude par exemple, bah oui, faire certains tests ça peut être ça. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Là, les coudes, on n'en entend pas parler avant, donc on sait pas, est-ce qu'il y avait un truc ou pas. Et puis, encore une fois, je te replace le coude, quoi. Ouais. Encore une fois, et j'ai vérifié pour le coup, hein, j'ai vérifié ce qu'il dit en anglais, et il dit 7, tout 7, et 7 c'est replacé en fait. Encore une fois, on transmet cette image d'un corps qui est pas stable, qui va se déglinguer facilement, et ça, en fait, on sait que ça a des effets secondaires qui sont négatifs. Et c'est un truc que j'aborde dans la vidéo que je vais sortir prochainement ou qui sera sortie bientôt sur les abdominaux, sur le fait d'avoir des abdos quand on a mal au dos, enfin de travailler ses abdos pour ne pas avoir mal au dos. En fait, il y a toujours cette idée qu'il faut stabiliser la colonne. Et en fait, on sait que parmi les facteurs qui peuvent contribuer au fait qu'une douleur devienne persistante, il y a ce qu'on appelle le modèle de peur-évitement. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Je pense que je vois. C'est en gros certaines pensées, certaines croyances qui vont faire qu'on va se comporter différemment et qu'on va éviter certains mouvements parce que justement on se dit que notre corps il est fragile, que typiquement voilà il y a tout qui risque de se déplacer. Et en fait ça crée un cercle vicieux où on bouge moins, on évite certains mouvements, certains muscles vont plus être sollicités comme ils devraient, donc on va perdre en condition. Donc ça peut entretenir pour le coup une fragilité ou une sensibilité et en fait on rentre dans un cercle vicieux. Et ça, eh ben, ce qui nous fait tomber dans ce cercle vicieux, c'est certaines croyances qui sont typiquement entretenues par ce genre de discours à base de t'as le bassin déplacé, t'as le coude qui est déplacé, et alors qu'on sait que c'est pas vrai, et ça n'aide probablement pas de donner ce genre de conseils, d'explications, parce que ça entretient l'idée d'un corps fragile, quoi, et ça c'est pas une bonne chose. C'est la première vidéo que j'avais fait sur le dos rond, et Dieu sait qu'elle remonte à un petit moment quand même maintenant, au moins 1 ou 2 ans, et ben je parlais justement de ça, et je disais mais en fait si on évite tout le temps d'avoir le dos rond, bah, le jour où on a le dos rond, eh ben, on a plus de facilité à se blesser. Turn this way. This one's bonus. Ah. That's going to give you more balance, coordination, and listen to your dad and mom. Alors ça, je suis désolé, je voulais parler d'un autre truc, mais là, juste c'est du n'importe quoi. Enfin, non, pardon, je ne dois pas être aussi dogmatique, mais franchement, ça te tire sur les oreilles et ça te dit ça y est, tu vas être meilleur en équilibre, Est-ce qu'on a des données là-dessus? Ça me dit rien, franchement ça me dit rien du tout. Enfin, là moi ce qui me pose problème sur la fin de cette consultation, c'est que c'est du spectacle, quoi. Ça donne l'impression genre clac clac clac, t'as vu, je te fais craquer de partout. Encore une fois, pertinence, à quoi ça sert? Alors oui, il a l'air content, il est impressionné, ok, cool. Mais bon, au niveau de l'oreille, enfin franchement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, mais il fait une blague? Enfin, quelle est la part de sérieux là-dedans, en fait? Surtout quand il dit tu pourras mieux écouter ton papa et ta maman, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, bon, ok, là tu déconnes, tu vois. Mais et le truc d'avant, et enfin, je comprends pas. Et encore une fois, je pense que il y a des fois où il faut se dire que en faire plus, c'est pas forcément faire mieux, quoi. Et en fait, c'est un truc qui peut être... Enfin, moi, ça m'arrive des fois, je me dis, bon, bah, j'ai certains patients où j'ai pas grand-chose à faire en termes de technique manuelle, parce que c'est pas là le problème principal, en fait. Et ça m'est arrivé, des fois, de me dire, oui, mais les gens, ils viennent, c'est pour qu'on les manipule. Et donc, du coup, je cherche des trucs, tu vois, je trouve des trucs, et le moins de petits trucs, je le fais. Et des fois, les gens, ils se disent, ah putain, mais j'avais vachement de trucs qui étaient coincés, en fait. Et là, je me dis, bah merde, en fait, j'ai peut-être pas fait passer le bon message. Et à l'inverse, il y a d'autres gens où je fais quasiment rien, et limite, je suis presque désolé parce qu'il y a quasiment rien à faire, et ils sont contents, en fait. Ils disent, ah, mais en fait, ça allait plutôt bien. Et c'est là où il faut se dire, ouais, il faut faire gaffe quand même, hein, parce que les techniques qu'on fait, il faut qu'elles aient un intérêt, mais il faut pas qu'elles fassent passer un mauvais message, encore une fois. Et je pense que, encore une fois, on n'a pas toute la séance, et c'est sûr que c'est vachement plus impressionnant de montrer des manips dans tous les sens, mais pour certains types de problématiques,
je sais que moi, le temps de manipulation, ça peut être 10 minutes, quoi, sur une consultation d'1 heure. Et tout le reste, ça va être le fait d'aider les gens à comprendre ce qui leur arrive, le fait de les rassurer éventuellement, le fait de leur donner des options de ce qu'ils peuvent faire de leur côté, et éventuellement de leur donner des conseils sur les exercices qu'ils pourront faire ou comment ils peuvent adapter leur pratique sportive. Et je pense que c'est pas parce qu'on a une profession qui à la base tourne autour de la thérapie manuelle qu'on doit faire que de la thérapie manuelle et que faut s'imaginer qu'il y a que ça qui a un effet, parce que ça donne l'impression qu'il a voulu en faire plein pour montrer qu'il sait faire plein de trucs. C'est filmé, hein. Malheureusement, je peux pas lui faire non plus un trop gros procès parce que je me dis peut-être qu'il a voulu en montrer beaucoup et voilà. Mais il y a quand même un truc à la fin de la vidéo. Attends. En fait, ce merci docteur et la façon dont il a impliqué le père durant toute la consultation que je trouve un peu dérangeante. Après, je sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve que en fait le père c'est une figure d'autorité pour le gamin. Et du coup, nécessairement, si jamais tu vas impliquer le père, notamment au moment où il faut tirer le pied, au moment où il faut faire ce genre de choses-là, j'ai cette impression-là que le pratiquant en fait veut s'ancrer comme quelque chose, comme une figure similaire ou sur un pied d'égalité avec cette espèce d'autorité paternelle. Et cette espèce de confiance que va avoir le gamin en fait dans la chose. Et j'ai l'impression que du coup il y aura beaucoup moins de remise en question, il y aura une dépendance qui va se créer, parce qu'en fait je me dis ok, ça c'est une consultation, mais quand tu commences à cet âge là et qu'en fait tu finis par y croire finalement de façon hyper bah voilà, tu te dis bah mon père il va pas me mentir machin etc. Est-ce que ça tue pas un peu le scepticisme dans l'œuf? Et est-ce que c'est pas un peu... déontologiquement, qu'est-ce qu'on peut vraiment en penser? Peut-être que je vais trop loin, mais moi, ça me fait un truc quand même. Je sais pas. En soi, le fait d'impliquer les parents dans une consultation avec un enfant, ça me semble pas déconnant. De toute façon, qu'un parent soit présent, c'est, en tout cas en France, je pense, nécessaire. Le fait d'impliquer le parent dans les explications, etc., ça me semble important, tant qu'il y a encore un échange avec l'enfant, tu vois. Le but, c'est pas juste de parler aux parents et de pas du tout parler à l'enfant. Donc l'impliquer, ça me semble pas déconnant. Après, l'impliquer dans les techniques, je sais pas. En vrai, j'y avais jamais pensé. C'est pas un truc que je pratique, parce qu'en même temps, je fais pas un truc où on a besoin d'écarteler la cheville, où on a besoin d'être 2 adultes pour tirer fort dessus. Après, sur le transfert d'autorité, entre guillemets, je sais pas quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. Après, encore une fois, on est tout le temps dans la question de l'optimisation des effets contextuels, quoi. Oui. Et effectivement, j'imagine que ça a un effet positif, entre guillemets, dans le sens où ça va peut-être aider l'enfant à croire à ce qui se passe, à avoir des attentes positives quant à l'issue du traitement, et donc potentiellement à améliorer les effets du traitement. Après, je sais pas. Je saurais pas dire. C'est par rapport à la dépendance éventuelle, c'est une vraie question hein, qui se pose beaucoup dans les thérapies manuelles en général et qui est pas mal étudiée en kiné, parce qu'il y a un vrai débat parmi les kinés entre le fait de faire du hands-on, donc poser les mains, faire un traitement manuel, ou faire du hands-off, c'est-à-dire faire des approches où on va pas masser, on va pas manipuler, on va faire que des exercices. Et en fait, à ma connaissance, et ce qui est écrit dans l'article de Kinéfact dont on parlait tout à l'heure, on n'a actuellement pas de données qui montrent qu'il y aurait une dépendance à la thérapie manuelle. C'est-à-dire qu'en soi, le fait de faire des techniques, il n'y aurait pas forcément un besoin d'accoutumance où les gens ils sentent qu'ils ont besoin de venir tout le temps. Je pense que c'est surtout le discours qu'il y a autour qui va avoir cet effet-là. Et je sais qu'il y a certains ostéos qui disent « faut que vous veniez tous les 6 mois ». Même s'il n'y a rien, il faut que vous veniez tous les 6 mois. Donc moi j'ai des patients qui me disent « ah, faut que je vienne tous les combien de temps ?» quand vous avez besoin, en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, si tu vas bien, tu vas bien. Et tes patients, je les vois pas pendant 3 ans et c'est cool pour eux, en fait. Mais en fait, effectivement, il y a parfois cette approche de on se revoit dans 3 mois, on se revoit dans 6 mois. Et ça, oui, ça peut poser problème. Parce qu'on autonomise pas forcément la personne, on lui donne pas forcément de clés pour qu'elle puisse gérer son truc tout seul, quoi. Dans le cas de la kinésithérapie, de l'ostéopathie et de la chiropraxie, pour moi, on est dans une médecine qui ne peut pas vraiment être préventive. C'est-à-dire que le rôle préventif serait plutôt au coach sportif de l'assurer. Et du coup, pour moi, on est sur du curatif et dire à quelqu'un, tu reviens tous les 3, 6, 8 mois, que sais-je,
je trouve ça un peu abusé. J'aurais plutôt tendance à dire à un ostéo de se mettre bien avec un coach et de lui dire bah voilà, je t'envoie des clients et puis moi quand tu as quelqu'un qui va pas bien, bah tu m'en envoies. Et puis voilà, et d'avoir une relation un peu plus comme ça. Ça me semble plus honnête quoi. Parce que rien n'interdit après de vouloir avoir de la clientèle, hein. Enfin je veux dire de la patientèle plutôt, parce que pour moi c'est normal de chercher à vivre aussi. Voilà, il faut, mais on peut toujours chercher à vivre de façon plus honnête. Et ça, c'est pas... Enfin voilà, quand je vois le nombre de personnes... Alors après, on peut partir en digression, hein, mais quand je vois le nombre de personnes qui me disent « Oui, mais tu vois, si jamais tu te dopes, eh ben, tu peux avoir accès à plus d'opportunités professionnelles. » C'est vrai. Il y a des gens qui, notamment des coachs sportifs, des youtubeurs, des instagrammeurs, qui auront accès à une plus grosse clientèle en se dopant. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils le vivent aussi bien? Parce qu'en fait, après, derrière, c'est un jeu d'arnaque. C'est un jeu de voilà. Et est-ce que tu es si heureux que ça quand tu as construit toute ta réputation sur finalement de l'arnaque et où tu es obligé de mentir et tout? Voilà, moi je pense qu'on peut allier parfaitement éthique et pécunier. Voilà. Pour moi, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui avait dû être dit. Alors évidemment, il y aura des coupes dans la vidéo parce que sinon ça va être très très long et puis voilà. Mais j'espère qu'on réussira, enfin que je réussirai à faire un truc un peu condensé qui soit sympa. Et du reste, eh bien, je trouve aussi que c'était très important de faire cette vidéo pour montrer que c'est pas parce que tu vois des trucs très impressionnants sur les réseaux sociaux que ça fonctionne en réalité, mais c'est pas pour autant que tout est acheté non plus. Il faut pas forcément juger les gens à leur étiquette, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a... c'est pas parce que le mec est kiné qu'il fait forcément tout ce qu'il faut comme il faut, et c'est pas parce que le mec est ostéo que forcément c'est un charlot. Alors forcément je dis ça, je suis ostéo. mais en vrai, moi je me retrouve vraiment emmerdé parce que il y a des trucs où j'aurais besoin d'un kiné. Typiquement des tendinopathies, clairement, ce qu'il faut, c'est un programme de remise en charge progressive. Et ça, c'est les kinés qui le font. Ici, oui. Je galère à trouver un kiné qui fait ça. Quand les gens ont des tendinopathies, je suis embêté en fait parce que je sais pas où les envoyer, parce que la plupart ils se retrouvent avec des kinés qui leur font une prise en charge qui est plus du tout adaptée en fait, qui se conseillait il y a 15 ans, mais qui est pas adaptée. Alors je commence à en trouver, là j'en ai 2 maintenant, mais qui sont pleins du coup. Mais voilà, c'est pour dire que l'étiquette ne fait pas forcément tout, et qu'il y a des gens qui essayent de pratiquer selon les derniers niveaux de preuve, en étant au clair avec ce qui se passe et ce qui se passe pas quand on prend en charge des gens, qui sont au clair avec leurs limites et qui essayent de travailler en réseau. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut essayer de se concentrer, plutôt que de se tirer dans les pattes en permanence comme ça se fait beaucoup sur Twitter, par exemple. Mais de toute façon, je veux dire, heureusement, encore à l'heure actuelle, qu'il y a quand même de la sensibilité humaine dans ce qu'on fait. Et là, toutes les personnes qui font des choses, des métiers en rapport avec les humains et en aidant les humains, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui fait que on sera potentiellement jamais vraiment remplacé par des machines. Et c'est ça qui fait que ça a un intérêt aussi. C'est-à-dire que sinon maintenant tu as des applications qui font le boulot de coach sportif à la place des coachs, et voilà quoi. Et en fait l'idée c'est l'adaptation, et c'est pour ça que moi par exemple quand je fais un coaching à des gens, je ne leur vends pas de programme. Je laisse des programmes à prix libre parce qu'ils m'ont quand même coûté des ressources à faire. Donc j'espère que les gens me paieront quand même quelque chose, même si c'est pas un truc incroyablement haut, au moins un petit quelque chose. Mais je laisse aussi l'accès gratuit, on va dire, entre guillemets, possible, pour que si jamais ils n'ont pas l'argent, ils puissent quand même accéder au sport, et derrière peut-être que plus tard ils penseront à me filer des sous. Mais en l'occurrence, pour moi, le programme, c'est pas ce que je vends. Ce que je vends, c'est un suivi, parce qu'en fait c'est ça qui est important, c'est le suivi. Mais les vrais services payants, ce sont des suivis en coaching, tout simplement parce que c'est l'humain qui est important. Et je pense que du coup on a bien bouclé le sujet. Je vais te laisser. En tout cas, on va arrêter l'enregistrement. Donc, je conseille à tout le monde d'aller voir la chaîne YouTube de Pierre-Elie. Je ne vais pas être trop dithyrambique parce que sinon il va prendre la grosse tête. Et sachant qu'en plus il est encore plus petit que moi, après ça va déséquilibrer du coup son centre de gravité. Mais dans l'idée, je pense que c'est vraiment une très bonne chaîne parce que c'est justement hyper evidence-based, que ça remet en question plein de stéréotypes, plein de préjugés, et que ça peut vous aider
vraiment fondamentalement à aller mieux. Et je dis pas ça, comment dire, à la légère, parce que pour moi, le boulot qu'on a en fait en tant que vulgarisateur, notamment quand on touche un peu à la santé, au sport, c'est d'aider les gens à aller mieux. Et je trouve que sa chaîne fait vraiment ce boulot-là, donc c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo avec lui, et potentiellement qu'il y aura plus de collaborations à l'avenir, si jamais il est chaud et qu'on trouve de bons sujets, et que je ne mets pas 10 ans à monter les vidéos, ce qui est tout à fait probable. Bref, et sur ce, eh bien, prenez soin de vous, ou prends soin de toi plutôt, et à la prochaine.